Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film Possession. On regarde ça. Where am I? Le film est réalisé par le Polonais Andrzej Zulawski. C'est un cinéaste qui a des discours assez profonds, très critiques de la société également, très philosophiques, métaphoriques, ce qui fait de lui un cinéaste assez anti-mainstream. Il y a un de ses films d'ailleurs qui s'appelle On the Silver Globe qui a été interrompu par le gouvernement à l'époque et dans le fond il y a eu une interdiction de continuer le tournage et avec une ordonnance de détruire les décors et les costumes, donc vraiment là une ultra méga censure. Mais bon, ça c'est une histoire pour une prochaine fois. Possession met en vedette l'incomparable Sam Neill et la très intense Isabelle Adjani. Donc sorti en 81, Possession est assez difficile à catégoriser en termes de genre parce qu'il fait comme puiser dans vraiment plusieurs styles différents. On peut dire que c'est une espèce de drame psychologique d'horreur borderline cosmique dans une espèce de art house, vidéo nasties, métaphorique, avec une approche quasi documentariste et des thèmes sociopolitiques importants. Bon, dit comme ça, c'est un peu n'importe quoi. Ça n'a aucun sens et c'est un peu exactement pourquoi je l'ai écrit de même en fait. Plus sérieusement, la catégorisation du film demeure aujourd'hui une controverse et moi je me dis, tu sais, c'est pas trop grave qu'un film ait pas une étiquette claire, même s'il puise en plusieurs genres, même si on dit pas que ce film-là est dans cette rangée-là. Je trouve pas que c'est grave, je trouve que ça le rend même plus unique. On nous raconte ici l'histoire de Mark et Anna. Mark est un espion qui revient d'un travail d'espionnage dans sa ville de l'Allemagne de l'Est. Lorsqu'il revient chez lui, sa femme Anna lui demande le divorce et refuse d'expliquer pourquoi. Son comportement est étrange. Mark soupçonne qu'elle a un amant, mais elle le nie vigoureusement. On assiste alors à un intense déchirement humain. Donc, d'un côté, on a Mark qui est très possessif, qui est très complètement obsédé par Anna. Et lui, il bascule entre deux émotions. Normalement, c'est soit qu'il veut la contrôler vraiment agressivement, ou qui se jette littéralement par terre en larmes en disant il va faire tout ce qu'elle veut si elle décide de rester. Donc lui, il balance entre ces deux émotions. On a Anna de l'autre côté qui, elle, est complètement hystérique. Elle fait juste penser à partir, mais elle revient tout le temps. Elle est vraiment confuse. Elle veut détruire Mark. Elle crie, elle hurle, elle se mutile. Bref, des gens très équilibrés. Entre eux, il y a leur fils Bob, qui est littéralement abandonné dans ce drame-là et dans cette guerre entre deux individus. Le temps passe, les soupçons d'infidélité se confirment, mais Anna cache vraiment quelque chose de beaucoup plus sinistre, quelque chose d'indescriptible et qui changera la vie de tout le monde à jamais. Le film commence comme un drame relationnel, donc deux personnes complètement à bout qui se déchirent dans leur amour et leur haine l'un envers l'autre. Ils s'insultent, ils se menacent, ils se crient après, ils se pissent dessus. Ce bout-là est pas vrai. À un moment donné, Mark s'absente 3 semaines pour essayer de dealer avec la situation et on voit la façon qu'il agit, qui semble être en pleine désintoxication. Il perd la notion du temps, il y a des grosses sueurs froides, il agit vraiment comme un gars en sevrage de cocaïne. Quand il revient, il trouve son enfant Bob seul dans l'appartement, complètement négligé et Anna absente. Donc là, il décide de rester et à partir de ce moment-là, la déchirure s'aggrave. Cette partie-là est assez violente, mais surtout en termes psychologiques. Chaque phrase est criée, chaque réaction est débordante d'agressivité. Deux personnes à bout de nerfs qui sont prêts à n'importe quoi pour se faire entendre, sauf peut-être à s'écouter l'un l'autre. La partie du genre horreur arrive un petit peu plus tard dans le film, lorsqu'on commence à comprendre ce que cache Anna. Donc, je veux pas trop en dire, mais ça pourrait peut-être être quelque chose qui se rapproche
d'une sorte de créature. Est-ce que cette créature-là est réelle ou une métaphore? Ça sera à vous d'en juger. Plus tôt dans la description un peu intense que j'ai fait du film, j'ai mentionné la notion de art house. Donc, il s'agit vraiment d'un film d'auteur, que ce soit au niveau thématique ou au niveau métaphorique, artistique. Exactement tout dans Possession reflète une intention, une vision vraiment très précise. Un film d'auteur est généralement écrit et réalisé par la même personne. C'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment très fréquent. Souvent issu d'une vision ou d'un désir profond de raconter une histoire presque personnelle. Ces films sont plus souvent qu'autrement de petits budgets qui ont des choix artistiques vraiment très précis. Aux yeux de monsieur, madame, tout le monde, le cinéma d'auteur peut souvent apparaître comme étant prétentieux, souvent à cause de dialogues trop profonds sur des questionnements sur l'existence de Dieu, sur la vie, l'amour. C'est souvent moins porté sur l'action, beaucoup plus sur le dialogue et sur l'atmosphère. Donc, c'est pas des films qui plaisent à un public général nécessairement. À mon avis, Possession ne tombe pas aussi facilement dans ces notions-là. Donc, des questions et des discussions existentialistes sur l'amour, sur Dieu, sur notre place dans ce monde, il y en a. Ça fait partie du lot. Mais on n'a pas l'impression de se faire réciter une dissertation par un intello à 2 balles qui prétend connaître les réponses de la vie. C'est plus des questionnements qui s'incluent facilement, même organiquement dans le film. Les personnages eux-mêmes sont confus, sont perdus. Donc, ces discussions-là rendent vraiment compte de l'état émotionnel super instable des personnages. Puis ça rend vraiment le tout genre super intéressant. Et même si le film déborde pas d'action, il est vraiment très dynamique. C'est grâce à la fois au jeu des acteurs, mais aussi à la façon dont la caméra est utilisée. C'est qui nous ramène un peu à l'aspect quasi documentaire. Le film a été tourné à côté du mur de Berlin, donc qui a séparé Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant plus de 28 ans sous le régime communiste. Donc dans cette ambiance de tension politique et sociale historique, le film s'imprègne un peu de cette espèce d'atmosphère conflictuelle, non seulement avec son environnement carrément, mais avec la métaphore des thématiques du film. L'environnement est donc super oppressant. Puis la caméra, qui est souvent utilisée comme en grand angle, elle nous montre vraiment très bien cette division-là. La caméra suit les personnages dans tous leurs débordements. Puis elle n'a pas besoin de shaker comme on voit souvent maintenant là, pour essayer de faussement nous inciter à avoir une émotion. Elle n'a pas besoin de faire ça, elle a juste à suivre les personnages dans leurs débordements, dans leurs actions, et c'est vraiment suffisant pour nous embarquer là-dedans. La lumière, donc la direction photo du film, est vraiment faite aussi en fonction de réalisme. Les seuls endroits où il y a comme des gros contrastes de lumière, c'est vraiment dans les scènes où la créature est présente. Donc, avec les images graphiques qu'on voit surtout dans la deuxième partie du film, Possession s'est retrouvé assez rapidement dans la liste des Video Nasties. Donc, c'est une espèce de liste qui contient 72 films qui a été faite par l'Angleterre et qui a été faite pour soit censurer des films ou soit bannir des films carrément qui ont été jugés trop violents ou trop obscènes. Si mes recherches sont bonnes, le film a sorti pour la première fois en VHS et en DVD dans l'année 2000 par la compagnie de distribution Anchor Bay, qui est comme vraiment une compagnie super chouette. La version Blu-ray est sortie en 2014 par Mondo Vision et c'est vraiment une superbe édition. C'est incroyable, c'est débile. Je vous la recommande chaudement. Si on parle un moment des acteurs, Sam Neill et Isabelle Adjani offrent des performances qui sont vraiment incroyables. Sam est vraiment terrifiant dans son rôle obsessif. On sent vraiment que malgré ses pertes de contrôle agressives, on sent qu'il retient énormément de colère en lui. Puis c'est pas dit, c'est seulement dans les gestes qu'il pose et dans les regards qu'il fait. Des fois, on sent vraiment qui est sur le point de sauter, mais qui se retient. Donc, c'est vraiment un superbe travail. Mais en parlant de Possession, c'est clair, tout le monde se tourne vers
Isabelle Adjani. Elle acte la folie avec beaucoup, beaucoup de saveur. Donc on passe de la femme complètement hystérique, qui n'a aucun contrôle sur ce qu'elle fait, à l'espèce de femme aux yeux vides qui fixe le néant. Donc on a une variation vraiment, vraiment intense. La scène dont tout le monde parle est bien sûr la scène du métro. Reste une des plus grandes scènes de folie personnifiée qui a été filmée dans toute l'histoire du cinéma. Personnellement, j'ai pas l'impression que j'exagère pas en tout. En 2024, le réalisateur Parker Finn, qui est connu pour avoir réalisé le film Smile, Smile 2, donc Les Sourires en français, il a annoncé qu'il travaillait sur un remake. Personnellement, je trouve ça vraiment stupide comme idée. Le film original a tellement une identité qui lui est propre. C'est tellement une vision super personnelle que c'était impossible à recréer, même au niveau historique. Le fait qu'il ait tourné ça à côté du mur de Berlin, c'est tellement un moment précis dans l'histoire de l'humanité, mais de l'histoire du cinéma également. Comment tu veux recréer une telle chimie, une telle ambiance? Plus souvent qu'autrement, ces remakes-là n'arrivent pas, selon moi, à comprendre ou à traduire efficacement ce qui rend l'original unique ou si puissant. Souvent, le résultat, c'est une version qui est vraiment appauvrie, aseptisée de l'original. Le pire, c'est que ces remakes-là, ils sont souvent des échecs commerciaux. Puis, on dirait que les boîtes de production continuent en faire puis en faire. Je dis ça. Je suis pas contre les remakes parce qu'il y a des très bons remakes, il y en a des excellents même. Mais je pense pas que tous les films peuvent être remakés / rebootés. Des films comme, mettons, les Vendredi 13, je suis un très grand fan de Vendredi 13. Tu peux en faire 95, moi, toutes les regarder. J'ai aucun problème avec le reboot de ça. C'est des films, tu sais, qui sont plus... excuse-moi, qui sont moins personnels, qui sont plus générales, c'est plus divertissant, c'est comme... Tu sais, c'est du bonbon, un peu, c'est du cinéma popcorn. Fait qu'on peut en faire sans problème. Quand on s'attaque à une œuvre, tu sais, qui est tellement unique, qui a tellement sa propre existence même... Là, ça devient plus compliqué. Souvent, c'est comme, justement, c'est des versions qui sont moins intéressantes, selon moi. Comme je dis, ça reste mon avis. Je pense pas le regarder, mais c'est ça. C'est à chacun son opinion. Un bon exemple aussi, c'est le remake de Suspiria, en tout cas, j'ai pas regardé le box-office, mais je pense pas qu'il ait marché tant que ça. Lui, son idée, ça a été de faire le contraire de l'original. Donc, mettons, l'original Suspiria de Dario Argento est très coloré, c'est super, je sais pas si je peux dire baroque, mais c'est des gros décors vraiment intenses. Alors que là, le remake est vraiment très brun, très minimaliste à la limite, t'sais. Alors que le premier était très excentrique. Donc, mais en même temps, ça a donné quoi? Est-ce que le monde en parle? Beaucoup de ce film-là, c'est comme... Pas tant que ça, il a été un peu oublié, il a été fait, il a été regardé, puis il a été comme consommé, digéré, jeté, et on en parle plus. T'sais. Alors que l'original Suspiria, ça reste un film qui est dans les conversations d'horreur assez fréquemment. Donc ça illustre un peu le point où je veux en venir. Quand il y a un film qui est très unique, c'est dur d'en faire un remake. J'attends la bande-annonce, mais je retiens pas mon souffle. Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un partage, c'est super apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie, et à la prochaine.